Bonjour à tous, je vous rejoins aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un C'est samedi, que lisez-vous? Et si la vidéo n'est pas trop longue, j'ajouterai peut-être à la fin la présentation de mes dernières acquisitions. La dernière fois, je vous laissais avec le deuxième tome de Sœur sorcière de Jessica Spotswood aux éditions Nathan. J'ai lu le premier tome il y a un an et ça avait été une très bonne surprise pour un titre young adulte. Ça m'avait beaucoup plu, j'avais trouvé ça très bien écrit et j'avais beaucoup apprécié l'héroïne principale qui s'appelle Kate et qui est l'aînée des trois sœurs qu'on voit sur la couverture. Dans ce deuxième tome, j'ai à nouveau beaucoup apprécié suivre Kate qui est la narratrice principale. En tout cas, on suit toute l'histoire de son point de vue. Et à nouveau, on la retrouve très mature, très responsable. Elle prend un petit peu tout sur ses maigres épaules. Elle doit s'occuper de ses deux sœurs. Celle qui est la plus proche d'elle en termes d'âge, c'est Maura. Maura, une rousse flamboyante avec un caractère assez horrible. Je ne l'avais pas du tout appréciée dans le premier tome. Et ça se confirme dans ce deuxième. Les sœurs sont vraiment en opposition. Et là c'est de pire en pire et je pense que dans le troisième tome ça sera vraiment explosif. La petite dernière qui s'appelle Tess, alors elle je pense qu'elle est pré-ado, elle doit avoir 12 ou 13 ans si je dis pas de bêtises. Et elle est toute mimi. Dans le premier tome on la connaissait pas encore beaucoup, dans le deuxième on fait un peu plus sa connaissance. Et il me semblait qu'elle allait être importante et elle l'est. Elle a vraiment sa place dans cette trilogie. Je vous en dis pas plus pour pas vous gâcher le plaisir, mais vraiment c'est un personnage secondaire que j'ai apprécié découvrir un peu plus ici. Au niveau de l'intrigue, finalement c'est assez lent. On est un petit peu en huis clos puisque pratiquement tout se passe dans le couvent des sœurs. Il y a juste à la fin où ça bouge un peu plus, il y a un petit peu plus d'action, mais j'ai beaucoup aimé ce côté très oppressant. On sent bien la censure des frères, on sent tout le poids de la prophétie, on sent toute la haine que peuvent avoir les frères et la population envers les sorcières. Voilà, donc on est très angoissé avec les héroïnes, on porte tout sur nos épaules en parallèle à Kate. Vraiment, on ne peut qu'être touché par cette héroïne très mature, très responsable. Vraiment, j'aime beaucoup cette jeune fille et franchement à la fin de ce deuxième tome on est vraiment très très triste de ce qui lui arrive et j'espère vraiment que le troisième et dernier tome de la trilogie finira bien pour elle puisque ça me ferait de la peine si ça se finissait mal. Voilà. Je vous disais aussi dans le premier tome que ce que j'avais apprécié c'est que c'était bien écrit. Alors je vous parle de la traduction évidemment puisque je les lis en français et pas en anglais. Je trouve une nouvelle fois que c'est vraiment très agréable à lire et c'est un côté un peu plus littéraire que ce qu'on peut lire d'habitude avec la young adulte ou la littérature jeunesse qui a tendance à être un petit peu simpliste au niveau des dialogues, des descriptions. D'ailleurs généralement il y a peu de descriptions, on a assez peu de développement au niveau de l'univers, de l'atmosphère, etc. Là, au contraire, c'est vraiment bon de ce côté-là, je trouve. Enfin, je trouve que de toute façon, les deux premiers tomes de cette série sont très bons pour le genre et méritent d'être lus. J'espère que le troisième tome terminera cette trilogie de la meilleure façon possible. En tout cas, je l'attends avec impatience. Je me rends compte avec cette vidéo et avec les précédentes que j'ai vraiment beaucoup tendance à dire etc. En plus de voilà et en plus de faire des à toutes les phrases. C'est assez insupportable. Je vous autorise à me balancer des tomates virtuelles dès que vous entendez etc. voilà ou je vais essayer de régler un petit peu ce souci, en tout cas je vais essayer d'y penser quand je parle, mais c'est vraiment des tics de langage et c'est assez difficile de se corriger. Je vais faire un effort et je vais essayer tout de suite en vous présentant le deuxième livre que j'ai lu ces dernières semaines et qui s'est révélé être un très joli coup de cœur. Alors ça s'appelle Nalki, c'est un tome 1. Ce tome 1 s'appelle Matricule 307, c'est écrit par Alice Adeno-Meyer et c'est publié aux éditions Le Lamentin. Donc petite maison d'édition, auteur pas très connu, mais vous savez que ce que je préfère avec mon blog depuis 8 ans, c'est vraiment de mettre en avant des petites structures parce que je trouve qu'elles n'ont pas assez de publicité et qu'elles le méritent.
et que souvent, contrairement aux grosses maisons qui publient en masse des choses assez médiocres, les petites maisons d'édition et les petits auteurs ont vraiment des perles à nous offrir. Et Nalki, le premier tome, pour moi c'est une petite perle. C'est vraiment un ouvrage à découvrir. Voilà, original, hyper bien écrit. C'est, je trouve, une excellente lecture pour les jeunes lecteurs, les adolescents et aussi pour les adultes, puisque contrairement à pas mal de lectures young adulte et jeunesse, comme pour Sœur sorcière précédemment, c'est très bien écrit, donc les adultes peuvent parfaitement y trouver leur compte. Alors Nalki, c'est l'histoire de deux enfants, enfin plutôt un frère, un garçon qui a 16 ans et qui s'appelle Nalki, d'où le nom de la série, et sa petite sœur Perle, qui est préadolescente. Ces deux enfants, en fait, sont d'origine étrangère, entre guillemets. En fait, dans cette histoire-là, il y a deux pays qui sont en guerre, en Cerdane, et il y a une dictature dans ce pays. En fait, en gros, le dictateur qui dirige le pays refuse tout ce qui est étranger à la Cerdane, je pense qu'on dit là, la Cerdane, et donc refuse forcément les gens qui viennent du pays voisin, qui viennent de l'extérieur. Nalki et Perle font partie de ces enfants, de ces jeunes qui soit sont nés carrément à l'étranger, soit ont des parents qui viennent de l'étranger, donc sont descendants de nomades. Voilà, et donc dans ce monde-là, pour réparer les tares de ces étrangers, c'est horrible à dire, mais bon, c'est un petit peu ça. On va aller chercher les jeunes enfants, les jeunes adolescents dans leur famille, et on va les mettre en camp de redressement pour, voilà, essayer de les dresser pour qu'ils soient comme il faut selon la dictature en place. Voilà, donc je pense que ça vous rappelle certaines choses. Dans ce camp, on se croit vraiment dans les camps de concentration. C'est vraiment bien décrit dans le sens où on ressent toute l'angoisse, toute la tension, toute l'horreur de ce qui se passe dans ces camps-là. Ça a beau être un livre jeunesse, l'auteur ne nous épargne pas, et je la remercie pour ça, parce que généralement, dans les livres pour les adolescents, on a tendance à simplifier et à enjoliver les choses. Là, non, et c'est tant mieux. Voilà, donc merci Alice pour ça. C'est vraiment appréciable d'avoir un texte qui n'hésite pas à aller dans le fond des choses, même si ce sont des choses qui sont dérangeantes, qui sont difficiles à supporter. Donc ce Nalki et sa petite sœur Perle, en fait, sont musiciens. Et dans le camp de redressement, les musiciens sont mis en avant, ils font partie d'un orchestre, et ils ont la chance d'être un peu mieux traités que les autres adolescents du camp de redressement qui travaillent, c'est un petit peu de l'esclavage, hein. Ils vont couper du bois, ils sont sur des chantiers, etc. Ils mangent pas forcément à leur faim. Entre les adolescents, il y a des tensions, il y a du racket, etc. J'arrête, etc. Voilà, et voilà. Donc, Nalki et sa sœur arrivent à faire partie de l'orchestre et donc à avoir une situation un peu moins horrible que les autres adolescents, sauf que Nalki commence à se poser des questions et il se demande est-ce que c'est bien de faire partie de cet orchestre et donc de faire croire au monde extérieur que tout se passe bien dans ces camps de redressement. Finalement, c'est un peu être un traître, c'est un peu être passé à l'ennemi. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre de côté toutes ces convictions, de mettre de côté ce qu'on est pour avoir une situation un petit peu meilleure, pour moins souffrir quotidiennement dans le camp? Voilà la question un petit peu qui est derrière ce premier tome, et j'ai trouvé ça très intelligent, et je pense que c'est une question que les adolescents pourraient se poser. Enfin voilà, je pense que quand j'étais ado, j'aurais aimé avoir un livre comme ça. Ça m'aurait plu de réfléchir sur ce thème-là. Donc je vous ai dit que c'était très très bien écrit, et je voudrais aussi terminer, même si ça commençait à être un peu long,
par vous dire que j'ai beaucoup apprécié donc, les personnages principaux, Nalki qui est un adolescent courageux, mais qui n'est pas non plus surhumain, il réussit pas tout, il n'est pas parfait, il a des défauts, il a des doutes, c'est un personnage humain et je l'ai beaucoup apprécié. L'autre personnage que j'ai bien apprécié, c'est le colonel Vlada, colonel du camp, donc qui est responsable du camp, qui apprécie beaucoup la musique. C'est lui qui a eu l'idée de l'orchestre et il se met à dos le gouvernement qui est contre le côté culturel de la musique, mais lui, il est passionné par ça, il est pianiste. C'est un méchant, c'est un sale type, ça c'est sûr, il a des convictions atroces, mais c'est pas que ça. Déjà, le fait qu'il apprécie énormément la musique et qu'il défende ça, qu'il défende les musiciens, ça en fait un personnage un peu plus complexe que le méchant de base qu'on déteste. Là, on le déteste parce qu'il a un comportement et des convictions absolument atroces, mais à côté de ça, on a envie de creuser pour en savoir plus sur lui. J'aimerais terminer en remerciant vraiment les éditions Le Lamentin et Alice a des noms meilleurs pour m'avoir fait confiance et pour m'avoir offert d'aussi belles heures de lecture avec ce premier tome. Et j'aimerais aussi terminer en vous conseillant de lire ce livre qui vraiment est original, bien écrit et mérite d'avoir sa place dans la blogosphère, bien plus que certains titres qu'on voit partout et qui sont de bien moins bonne qualité à mon avis. Je continue mes lectures passées avec ce pavé édité aux éditions J'ai lu, c'est le deuxième tome des Larmes rouges de Georgia Caldera. Alors, j'avais lu le premier tome des Larmes rouges à la fin de l'année 2012 et j'en gardais un bon souvenir, j'avais beaucoup aimé ce premier tome, notamment pour l'atmosphère mise en place par l'auteur et par son style. J'avais trouvé ça bien écrit, original, et même si les personnages ne m'avaient pas convaincue complètement, j'avais apprécié les suivre, et j'avais même été un petit peu touchée par l'héroïne, par sa fragilité, par son côté un peu paumé. C'était une bonne découverte. Ce deuxième tome, malheureusement, c'est une déception. Déjà, je trouve qu'il y a pas mal de longueur. Il fait plus de 750 pages et sincèrement, je pense que c'était peut-être pas nécessaire d'en faire autant. Il y a plusieurs passages qu'on aurait pu couper parce qu'ils sont un petit peu répétitifs. Alors certes, ça insiste sur l'atmosphère, sur la relation qui existe entre les deux protagonistes principaux, mais ça m'a lassée par moments. Et si j'ai été lassée aussi, c'est parce que justement la relation des deux protagonistes ne m'a pas vraiment séduite, au contraire elle m'a exaspérée la plupart du temps. C'est un couple qui est très passionnel, mais soit ils s'aiment, ils s'adorent, ils sautent dessus, soit ils se détestent et ils se balancent la vaisselle à la figure, pratiquement. Et j'avoue que j'ai un petit peu du mal avec ces histoires passionnelles où se mélange le sang, le sexe, tout ça. Enfin, on est dans un côté vampirique, donc je peux comprendre qu'il y ait du sang, du sexe. Voilà, ça ne me gêne pas plus que ça, mais j'ai trouvé vraiment que la relation du jeu, le jeu du chat et de la souris de cette relation était lassante et limite malsaine de temps en temps. Donc un petit peu exaspérée par cette relation et surtout par le personnage principal qui est Cornelia, la jeune fille, qui avait su me toucher dans le premier tome. J'avais bien aimé son histoire, j'avais apprécié la suivre, mais là, dans ce deuxième tome, j'ai eu envie de la claquer, j'ai eu envie de la secouer. J'ai trouvé que si elle avait évolué et mûri dans le premier tome, là, ici, c'est juste une grosse gamine qui fait des caprices et qui, tout le temps, prend la mauvaise décision et dit ce qu'il ne faut pas dire. C'est systématique. Et systématiquement, ça s'engueule avec Henri, le personnage principal, le vampire, le prince des vampires. Et c'est reparti pour je t'aime moi non plus, allez on se réconcilie, je suis désolée, mais quand même, je suis en colère, tu me fais peur.
Voilà, j'ai vraiment pas accroché à cette histoire d'amour, et malheureusement c'est quand même ce qui prend le plus de place dans ces 750 pages. Et c'est dommage parce qu'à côté de ça, c'est comme pour le premier tome, j'ai trouvé que c'était plutôt bien écrit, et comme pour le premier tome, j'ai bien aimé tout ce qui a trait aux vampires, à leurs pouvoirs qui sont différents selon les vampires, leur hiérarchie qui est un petit peu particulière. Voilà, c'est vraiment dommage que l'intrigue en elle-même et surtout le côté romance n'aimait pas plu, parce que pour le reste, il y a certains mystères et certaines questions qui sont intéressantes et on a envie de tourner les pages pour en savoir plus sur les nouvelles visions de Cornelia, puisqu'elle a des visions et dans ces visions, elle découvre un nouveau personnage que j'ai bien apprécié d'ailleurs et qu'on voit un peu plus dans la dernière partie et qui, j'espère, prendra encore plus de place dans le 3e tome, parce que je trouve qu'il est intéressant. Déception donc pour ce 2e tome, mais j'ai vu énormément de coups de cœur, donc je me dis que peut-être je suis passée à côté. Après un pavé fantastique de 750 pages, je me suis tournée vers un tout petit roman de moins de 200 pages, je vais vous dire exactement, de 141 pages, écrit gros, et pour la jeunesse. Alors ça s'appelle Le Club des Tongs, c'est donc un premier tome, le sous-titre L'été des mystères, c'est écrit par Hélène Richardson, et ça a été publié le 3 juillet 2014 par les éditions Nathan. Ce sont des épreuves non corrigées que je troque ou donne avec grand plaisir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Le Club des Tongs, c'est vraiment un truc très jeunesse. Je pense que vers 10, 11, 12 ans, ça peut plaire. Et c'est vraiment un truc détente qui prend pas la tête. J'ai lu ça en 1 ou 2 heures, peut-être quand même 2 heures. Et ça ne m'a pas vraiment marqué, mais j'avais besoin d'un truc un petit peu léger entre ce que je vous ai présenté avant et ce que je vous présenterai après. Alors, c'est l'histoire de 3 jeunes filles qui se rencontrent sur une île anglaise pendant les vacances. Ces 3 jeunes filles, en fait, vont partir à l'aventure et vont découvrir pas mal de mystères, des mystères qui sont liés à leur famille et à l'île. Voilà, je ne vais pas trop vous en dire parce que sur 140 pages, si je commence à vous révéler les secrets, vous n'aurez plus grand chose à apprendre. Côté intrigue, c'est vraiment jeunesse, mais ça reste mignon, ça reste amusant. Je suis sûre que les préadolescents vont adorer cette petite aventure, ces 3 jeunes filles. Par contre, pour les adultes, on remarque toutes les incohérences, toutes les choses, voilà, un petit peu bancales. Mais bon, il faut laisser de côté son côté adulte, justement, et retourner en enfance, en adolescence, et arrêter de râler, et finalement c'est pas si mal. Par contre, côté style, côté plume, j'ai lu des choses meilleures pour les préadolescents du même âge. En fait, cette aventure un petit peu pleine de mystères à la plage, ça m'a un petit peu fait penser à un livre que j'ai lu quand j'étais ado et que j'ai relu il y a très peu de temps, un livre de Christopher Pike qui s'appelle Un squelette sous la mer, je crois. Ça se passe aussi pendant les vacances d'été, un groupe d'amis, il y a des mystères. Mais Christopher Pike, lui, il met un peu plus l'accent sur le côté enquête policière et c'est plus travaillé, plus complexe que celui-ci. Celui-là, vraiment, les mystères sont vite résolus, ça va pas chercher loin, et en plus, côté style, c'est beaucoup plus simpliste. Il y a des dialogues, par exemple, ça sert vraiment à rien, il faut vraiment passer au style indirect, je pense que ça s'appelle comme ça, mes cours de grammaire de fac sont assez loin. Mais là, les dialogues qui sont bonjour, ça va, ça prend 5 lignes pour rien, alors que l'auteur aurait écrit les filles se saluèrent et se demandèrent si ça allait bien, enfin bon, c'est pas joli, mais bon, truc comme ça, quoi, en récit, ça aurait été beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, et ça n'aurait pas pris 5 lignes, mais une seule. Voilà, ces genres de choses, on sent vraiment que c'est écrit pour les jeunes. Les dialogues font un peu remplissage, c'est tout simple.
Voilà, c'est vraiment pour rythmer un petit peu le truc et pour que ce soit accessible aux plus jeunes. Dernière lecture passée, alors là on change complètement de style, on part du côté des classiques anglais avec Emma de Jane Austen aux éditions Archipoche. En fait c'est une relecture, je pense que c'est la 3e fois que je le lis, et si j'ai fait cette relecture, c'est pour accompagner Cali du Kaléidoscope et Elodie des Confidences de Miss Elodie dans une lecture commune. On a également Nicolas qui a commencé avec nous et qui finalement était tellement pris par la lecture qu'il l'a lu en 1 ou 2 jours et il nous a pas attendu. Et tant mieux, je suis super contente que ça lui ait plu. Donc au final, on s'est retrouvés toutes les 3 à faire cette lecture commune et ça a été un plaisir comme d'habitude. J'ai adoré relire Emma. En fait, dans l'épilogue, dans la postface, on a un spécialiste qui parle de Emma et qui revient un petit peu sur les sentiments qu'on peut avoir entre sa première lecture et sa relecture ou ses relectures successives. Et en fait, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. La première fois, quand on découvre cette histoire, on se fait un petit peu berner, il y a pas mal de questions, il y a des quiproquos, il y a des mystères, et on se fait un petit peu berner, on lit en ayant hâte d'avoir les réponses à nos questions, en ayant hâte de savoir qu'est-ce qui se passe, voilà, qu'est-ce qui se passe pour les différents personnages. À la relecture, on connaît l'intrigue, on connaît le schéma, on sait qui est avec qui ment, qui cache des choses. Et en fait, on peut plus s'attacher aux réactions des personnages. Et en fait, on se rend compte à la relecture que Emma, notamment l'héroïne, est complètement à côté de la plaque. Et en fait, c'est super intéressant de faire une relecture de cette œuvre, puisqu'on a une nouvelle vision de l'histoire. On découvre de nouvelles choses. Voilà, donc j'ai adoré faire cette relecture. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le raconte rapidement. Emma, c'est la seule héroïne de Jane Austen qui vit dans un milieu aisé. Elle vit avec son père qui est hypocondriaque, Monsieur Woodhouse. Elle a une sœur aînée qui s'est mariée avec un Monsieur Knightley et ils ont 4 ou 5 enfants, je crois, un truc comme ça, ils vivent à Londres. Emma donc vit seule avec son papa dans une propriété assez riche, Hartfield, pas très très loin de Londres. Et elle vit dans une société aisée, elle est riche et elle le dit elle-même, elle n'a pas envie de se marier puisque elle peut jouir de tout ce qu'elle veut, elle n'a pas besoin d'un mari pour s'élever dans la société, pour avoir de l'argent, pour être bien. En fait, elle a tout ce qu'elle peut désirer en restant comme elle est. Et donc Emma se met en tête de ne pas se marier, mais par contre d'arranger le mariage des autres. Et en fait, elle se plante tout le temps. Elle essaye d'associer des personnes qui n'ont rien à faire ensemble. Elle est persuadée qu'il y a des sentiments entre certains. Voilà, elle se plante et c'est très amusant. Et ce que j'aime beaucoup dans Emma, c'est la construction de l'intrigue. Il y a vraiment énormément de quiproquos dans cette histoire. Tout est entremêlé, tous les personnages ont un petit truc à cacher, tout le monde est lié par des petits secrets. Je trouve que c'est le roman le plus marrant de Jane Austen. C'est ironiquement très très fort. Alors là, les portraits des personnages, surtout Monsieur Woodhouse par exemple, le père hypocondriaque, qui... en fait, dès qu'il parle, c'est pour conseiller ses invités sur la nourriture, pour plaindre la pauvre Miss machin qui s'est mariée, qui n'aurait jamais dû parce qu'elle est malheureuse, alors que pas du tout, mais lui, dès qu'on lui change ses habitudes, bref, un hypocondriaque, mais tellement attachant finalement. On a aussi la vieille fille, Miss Bates, qui est une commère et une... grande bavarde, c'est pas peu de le dire puisque ses répliques font souvent plusieurs pages sans alinéa, sans saut de ligne, elle passe du coq à l'âne, elle fait les questions et les réponses. Voilà, on a cette personne-là, on a le beau gosse mais qui a des secrets et il vaut mieux s'en méfier, il paraît très charmant, très aimable comme ça, mais on sent qu'il y a un truc, il y a anguille sous roche. J'aime vraiment beaucoup les portraits proposés par Jane Austen et là vraiment on se régale avec ce qu'elle nous offre là. Si vous ne connaissez pas Jane Austen,
C'est peut-être pas le plus facile à lire, mais c'est très marrant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le personnage d'Emma, parce que c'est vrai que c'est la petite fille riche, pourrie, gâtée, capricieuse, qui manipule son entourage, mais je trouve qu'elle évolue énormément pendant cette histoire. Elle se rend compte de ses erreurs à la fin, et je sais pas, même si elle est capricieuse, même si voilà, elle est manipulatrice, ben on s'attache à elle. C'est peut-être aussi parce que on suit l'histoire surtout de son point de vue. Jane Austen écrit avec la troisième personne du singulier, mais on a tout ce qui se passe du point de vue d'Emma quand même. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on s'attache bien à elle, mais vraiment un roman à découvrir ou à redécouvrir pour ceux qui l'ont déjà lu. Alors, ma lecture en cours est aussi une histoire qui se déroule au 19e siècle et en Angleterre. Donc là, l'auteur n'a pas vécu au 19e, mais elle place son histoire à Londres en 1886. Donc, c'est le premier tome de Lady Julia de Deanna Raybourn, et ce premier tome s'appelle Le silence de Grey House aux éditions Milady, et c'est dans la collection Pemberley. Alors pour le moment, j'ai pas lu grand chose, j'ai lu 40 pages, donc ça va être un petit peu dur de vous en parler. On suit une jeune femme du point de vue interne, donc c'est elle qui raconte l'histoire, c'est elle la narratrice principale. Et en fait, dans le premier chapitre, alors qu'elle donne une réception, son mari est pris de convulsions. Ils sont assez jeunes, hein, ils ont la trentaine je pense, et il meurt. Voilà, donc pour le moment j'ai lu le chapitre qui décrit la mort du mari. D'ailleurs c'est une mise en place assez spectaculaire. Et j'ai lu également le chapitre qui présente l'enterrement du dit mari. Voilà, en gros ce que j'ai lu et ce dont je peux vous parler. J'ai l'impression qu'on va partir du côté d'une enquête un petit peu policière, puisque à mon avis, vu les convulsions, le mari a été empoisonné. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Je me trompe peut-être complètement, mais c'est l'impression que ça me donne. Et donc on va avoir une enquête policière avec un enquêteur qui va mettre un petit peu la pagaille, je pense, dans cette histoire. Et en plus de cette enquête policière, je pense qu'on va avoir un peu une romance entre la nouvelle veuve et l'enquêteur, qui est un petit peu particulier. Ce que j'apprécie pour le moment, c'est le côté un petit peu pas politiquement correct de l'héroïne là qui a la trentaine et qui a l'air assez rebelle pour son époque et qui ne réagit pas vraiment comme on pourrait s'attendre à ce qu'elle réagisse. Par exemple, son mari décède et elle a pas l'air du tout triste. Elle pleure pas, voilà, elle est impassible. Elle montre rien. Et même elle a des remarques un petit peu, voilà, pas politiquement correctes. Alors, je sais pas si c'est une héroïne qui va me plaire. Pour le moment, j'ai envie de dire que oui, ça devrait le faire. Mais j'attends d'en lire plus pour pouvoir vous en parler de façon un peu plus développée et un peu moins brouillonne. Je voudrais vous présenter 2 lectures que j'aimerais faire dans les jours à venir. Et je commence par un album que m'a envoyé très gentiment les éditions Thierry Magnier. Cet album s'appelle Teen ou les idées noires au placard et c'est écrit et illustré par Cécile Gambini. Alors a priori c'est encore une histoire de cauchemar, vous savez que j'aime bien ça. Je vous lis juste les quelques lignes de la 4e. Aujourd'hui, Teen a décidé de se débarrasser de ces monstres. Cela fait trop longtemps que Chagrinelle, Miséronne et Pénibilette lui compliquent la vie. Alors je sais pas trop à quoi m'attendre. Ça a l'air assez chantant comme texte, j'ai l'impression qu'il y a des mots qui sont inventés, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de rimes. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup les illustrations. Je trouve c'est un côté un petit peu bizarre, parce que ce sont pas des créatures qu'on connaît, qui sont dans notre imaginaire. Ça a l'air tout inventé, mais j'aime vraiment beaucoup le coup de crayon, le côté dessin avec les couleurs. C'est super joli. Et j'aime aussi également beaucoup que la police de caractère se soit presque écrite de la main d'une personne, un petit peu comme les écritures enfin la police qu'on peut utiliser pour les enfants à l'école primaire par exemple. On dirait la maîtresse qui a écrit. Voilà, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce livre. En tout cas, je le trouve très très beau.
Autre lecture prévue très bientôt et livre que j'emporterai dans ma valise pour mon départ en vacances la semaine prochaine, à moins que je l'ai lu avant, mais je pense pas. C'est le tome 2 de Nalki qui s'appelle cette fois Le temps du chaos, toujours écrit par Alice Adeno-Meyer, toujours publié aux éditions Le Lamentin. Je vous ai parlé très longuement du premier tome au début de la vidéo, ça a été un coup de cœur. J'espère que le deuxième opus de la série, qui est un diptyque, donc deuxième et dernier tome, sera à la hauteur. Je n'en doute pas, en tout cas j'ai très très hâte de connaître la suite des aventures de Nalki. Là on va changer un petit peu de décor, je veux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler sur le premier tome, mais en tout cas je pense que ça devrait être assez rythmé. Comme la vidéo est déjà très longue, je vais vous faire un In My Mailbox assez rapide. Je vais juste vous montrer les livres que j'ai reçus, il y en a pas mal, mais je vais juste vous montrer les couvertures en vous citant les titres auteurs et éditeurs et en vous expliquant très rapidement comment ils sont arrivés dans ma bibliothèque, mais je vais pas m'attarder sur les histoires puisque sinon ça va être une vidéo qui va durer 1 heure et c'est interminable. Alors je commence avec 2 livres achetés lors d'une sortie à Gibert en compagnie de Petit Elfe et de Lissou. Voilà, donc je les ai accompagnés au Gibert, j'avais prévu de ne rien acheter et finalement je suis repartie avec 3 ou 4 livres, je ne sais plus, 3 c'est sûr, mais peut-être un peu plus. J'ai commencé par ces 2-là, donc en fait ce sont 2 suites de séries de la collection R, des séries que j'avais beaucoup aimées lorsque je les ai commencées il y a quelques années. J'ai un petit peu décroché avec la collection R il y a quelques mois maintenant. J'ai été assez déçue par les publications que j'avais lues à ce moment-là. Mais dans leur première série, dans leur première publication, j'avais adoré le premier tome de La fille de braise et de ronces de Rae Carson. Donc j'ai acheté le tome 2, La couronne de flammes. Et j'essaierai d'acheter et de lire le tome 3 très rapidement. Et je me suis également procuré le tome 3 de Night School de C.J. Doherty. Donc là le 4e vient de sortir, le 5e est annoncé je ne sais plus quand, mais le 4e vient de sortir. Je suis un petit peu en retard puisque vous le voyez, je viens juste de me procurer le tome 3. Petit mot pour vous signaler que des couvertures de cette série, c'est celle-ci que j'aime le moins. J'aimais beaucoup les 2 premières, j'aime assez la 4e, mais celle-ci je ne l'aime pas du tout. Ensuite, grâce à des trocs, j'ai reçu pas mal de suites de séries. Je commence avec le 2e tome du Baiser de l'Ange de Elizabeth Chandler aux éditions Hachette collection Black Moon. J'ai lu le premier tome il y a très longtemps. J'en ai aucun souvenir, mais selon ma chronique, a priori, j'avais plutôt apprécié. En tout cas, j'avais prévu de lire la suite de cette histoire si j'en avais l'occasion. J'ai eu l'occasion grâce au troc. Alors pourquoi pas. J'ai également reçu 2 livres de la même personne, Mi-ange, mi-démon, donc pour un troc toujours, le 2e tome de Never Sky, je crois que la série s'appelle, de Véronica Rossi aux éditions Nathan. J'ai pas lu le premier, mais j'ai eu l'occasion d'avoir le 2e en troc, alors pourquoi pas. J'ai également reçu, toujours grâce à Mi-ange, mi-démon, le 2e tome de La porte des secrets. Je crois que c'est ça le titre de la saga, je le saurai jamais. Donc ce 2e tome s'appelle Le souffle d'émeraude, c'est de Maria V. Snyder aux éditions Darkis. Je suis vraiment contente de ce troc, puisque cette saga dans ce format-là chez Darkis n'existe plus. Maintenant il a été réédité en poche, mais on peine vraiment à trouver cette édition-là, donc je suis très contente. Grâce au troc et toujours grâce à Mi-ange, mi-démon, vraiment on s'est échangé beaucoup de titres et je la remercie encore. J'ai reçu 2 premiers tomes. Le premier tome de Steampunk Chronicles de Caddy Cross aux éditions Darkis également. Premier tome que j'avais repéré lors de sa sortie il y a quelques mois, voire années maintenant. Il me semble que le 2e voire le 3e tome ont été publiés depuis. Il n'a pas trop tourné, j'ai l'impression, sur la blogosphère, donc je ne sais pas du tout à quoi m'en tenir. En tout cas, ça se passe à Londres en 1897 et ça s'annonce comme du steampunk. Et le 2e premier tome que m'a envoyé Mi-ange, mi-démon, c'est, alors je sais pas comment dire ça, Withershins,
alors je sais pas, de Harry Marmel. Donc ce premier tome a comme sous-titre Le Pacte de la voleuse et c'est aux éditions Lumen, petite maison, enfin petite non, grosse maison d'édition qui vient de se lancer, qui a déjà publié quelques titres. J'ai lu le premier tome de Wizards de Diane Duane et j'ai pas du tout aimé. J'ai 2 ou 3 autres premiers tomes de leur saga dans ma bibliothèque, je n'arrive pas à les retrouver, j'espère que ça ira mieux. Que vous dire de plus, je ne sais pas. En tout cas, celui-là a pas mal tourné ces derniers temps. A priori, j'ai vu des avis plutôt positifs. J'espère que je serai également satisfaite de cette lecture. Dernier tome 1, cette fois que j'ai acheté à Gibert avec les 2 autres livres que je vous ai présentés tout à l'heure à la même occasion. C'est le tome 1 de Sœur sorcière de Jessica Spotswood aux éditions Nathan. Je l'ai acheté parce que je l'avais lu grâce aux épreuves non corrigées envoyées par la maison d'édition, mais je ne garde pas les épreuves non corrigées, à moins qu'elles ressemblent vraiment au livre final. Mais là, pour le coup, je pense que c'était vraiment format manuscrit, blanc, pas du tout de couverture, etc. Donc, j'avais pas voulu les garder, et j'avais donné ou troqué ces épreuves non corrigées. Mais comme c'est une saga que j'aime beaucoup, j'avais très envie d'avoir le tome 1 dans ma bibliothèque pour accompagner le tome 2 que je vous ai présenté tout à l'heure. Dernier tome 1 reçu en troc encore, c'est un petit peu brouillon en fait ce classement que je vous ai fait pour vous présenter les acquisitions. C'est le premier tome de la saga Charlotte et Thomas Pitt de Anne Perry, plus connu par le sous-titre L'étrangleur de Cater Street aux éditions 10-18. Donc en fait j'ai lu ce livre il y a quelques semaines en lecture commune avec Elodie des Confidences de Miss Elodie. J'avais beaucoup aimé, mais en fait je le possédais dans les éditions France Loisirs. Et comme j'ai l'intention de me procurer toute la collection de cette saga, qui compte au moins une trentaine de tomes, j'avais envie d'avoir ce premier tome dans cette collection proposée par 10-18. Voilà, donc en fait j'ai donné mon édition France Loisirs à Justine des Lectures de Maya, et j'ai réussi à troquer cette collection, donc je suis super contente. Encore un troc, décidément ces dernières semaines ça a été vraiment les semaines du troc. C'est Je ne sais plus pourquoi je t'aime de Gabrielle Zevin. Donc là c'est justement une collection de France Loisirs, c'est les collections qu'ils appellent un petit peu piment. On passe au service presse. Je remercie l'attachée de presse des éditions Milady, Aurélia. Voilà, merci pour cet envoi. L'esprit d'Arcy de Elizabeth Ashton. Puisqu'elle sait que j'aime l'œuvre de Jane Austen et que j'adore la littérature para-austinienne. Malheureusement, Elizabeth Ashton n'est pas connue comme étant une auteure très bonne pour la littérature para-austinienne. A priori, c'est pas tellement de la qualité si on se rapproche des romans d'Austen, mais par contre, si on oublie un petit peu le parallèle qu'on peut faire avec la célèbre dame, ça reste de la lecture assez divertissante. Donc je vais essayer de mettre de côté mes râleries habituelles, mon côté grognon, et je vais essayer de lire ça pour ce que c'est, un roman historique, une romance historique qui peut peut-être être sympa. Épreuve non corrigée reçue par Nathan et qui sortira le 4 septembre 2014, ça s'appelle Au bout des longues neiges de Jean-Côme Noguès. Celui-ci, je l'ai gardé en prévision de lecture, contrairement à d'autres épreuves non corrigées que m'ont envoyé Nathan et que je n'avais pas réclamé. Si je l'ai gardé en me disant que je le lirais peut-être, c'est parce que c'est court, et aussi parce que, a priori, le contexte se passe en Irlande en 1846. Alors, ça se trouve, c'est juste les 3 premières pages qui se déroulent en Irlande et après, ça n'aura plus du tout aucun rapport. Mais pour 200 pages, je me dis que je peux peut-être essayer de caser ce roman jeunesse entre 2 lectures un peu plus complexes. Je continue rapidement la présentation de mes dernières acquisitions avec des livres qui ont des images. Et je commence par des trocs. Les tomes 2 et 3 de Lovina, d'ailleurs dans ce sens-là c'est mieux.
Ça c'est écrit par Ken Akamatsu. J'ai pas encore lu le premier tome, mais comme c'est une série qui est un petit peu longue, je me dis que ça vaut peut-être le coup d'avoir plusieurs tomes d'avance avant de me lancer dans cette petite saga. J'ai oublié de vous dire, c'est édité par Pika Édition. Décidément, ça commence à être dur. Autre troc, cette fois d'un album, un album hyper connu, c'est devenu un classique pour la littérature jeunesse, ça s'appelle Elmer, c'est écrit et illustré par David McKee. Elmer, c'est un éléphant qui est de toutes les couleurs et qui a du mal à vivre en étant de toutes les couleurs, alors que tous ses camarades, toute sa famille sont des éléphants gris. Voilà, donc c'est un bel album, très connu, et qui parle de la différence. Je continue avec un autre manga, un premier tome, le premier tome de Chi, une vie de chat, par Konami Kanata. Alors ce manga, j'ai envie de le découvrir depuis très longtemps. Je le cherchais d'occasion sans jamais pouvoir le trouver à prix raisonnable. Et là j'ai eu l'occasion de l'avoir gratuitement grâce à mes points chez France Loisirs. J'avais atteint les 100 points. Et pour arriver aux 100 points, j'ai fait ma commande trimestrielle chez France Loisirs et cette fois j'ai pris Les Carnets de Cerises, le premier tome de Joris Chamblin et Aurélie Néré. J'ai même pas regardé de quoi ça parlait, c'est le coup de crayon vraiment, les couleurs qui m'ont plu dans cette bande dessinée. Chloé de Livre & Compagnie m'a dit qu'elle avait été un petit peu déçue par cette bande dessinée, j'espère que je ne le serai pas. Je termine avec les livres qui ont des images par un bel album reçu grâce à la dernière opération masse critique de Babelio. Cet album s'appelle De Funès et Bourvil de Cornio en vadrouille. C'est écrit et illustré par Chanoina et Dacosta aux éditions Jungle. Pourquoi j'ai choisi cet album-là lors de la dernière opération masse critique ? Parce que De Funès et Bourvil sont des acteurs que j'aime bien. J'ai vu des dizaines de fois La Grande Vadrouille et le Cornio et je ris toujours autant. Et j'ai aussi choisi cet album-là puisque ma sœur est complètement fan de Funès. Donc je sais qu'après l'avoir lu et après l'avoir chroniqué, je pourrais lui offrir et ça lui fera très certainement plaisir. Voilà, donc c'est surtout pour ça que j'ai choisi celui-ci. Je vous montre rapidement. En fait, à chaque fois, on a une illustration et la fiche du personnage à côté. Je vais vous montrer quelque chose qui sera plus parlant. Donc, par exemple, pour le Cornio, voilà, on a la fiche, enfin, on a le dessin qui illustre le Cornio, plus la fiche qui parle du film. Et à côté, voilà, enfin, à côté, derrière, on a l'illustration du personnage de Antoine Maréchal avec la fiche du personnage. Et on a tout ça pour les films Le Cornio et La Grande Vadrouille. Là par exemple vous voyez le personnage de Stanislas Lefort dans La Grande Vadrouille qui est joué par De Funès, le chef d'orchestre. Je termine très rapidement ce long blabla par deux livres que j'ai trouvés dans le pilon de la bibliothèque où je travaille. Le premier s'appelle L'Irlande, c'est écrit par A. Rivo Alan. Donc c'est un petit livre qui commence à dater un petit peu puisqu'il date de 1950 je crois, donc il y a des choses qui ne sont plus d'actualité c'est sûr, mais comme ça parle de pas mal de sujets, que ce soit de l'histoire de l'Irlande, de la mythologie, on a un petit côté aussi sur le patrimoine artistique, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes et qui sont toujours valables. L'autre livre que j'ai trouvé dans le pilon de la bibliothèque, c'est un livre d'art sur la peinture victorienne et c'est un livre en anglais. Je l'ai pris parce que je trouve qu'on a assez peu de livres sur le sujet et les rares qu'il y a sont en anglais généralement. Donc quand j'en ai vu un au pilon, je me suis dit que c'était assez rare pour que je le choisisse. Il est pas mal en noir et blanc, ce qui est assez dommage pour un livre d'art. Enfin, les anciennes éditions d'art, de toute façon, étaient en noir et blanc. Mais il y a quand même quelques planches en couleur. Et je tombe bien, j'ouvre le livre n'importe où et je tombe sur les tableaux de Waterhouse, que j'adore, et de Edward Burne-Jones, que j'adore aussi. Donc voilà, ce sont les pré-raphaélites. Je termine là cette longue vidéo. Vous n'aurez pas de vidéo avant un long moment je pense maintenant, puisqu'à partir de la semaine prochaine je pars en vacances dans ma famille pour une durée
d'une grosse semaine, voire 10 jours environ. Ensuite, je rentre à Lyon pour 2 ou 3 jours seulement avant de m'envoler pour une quinzaine de jours pour l'Irlande. Et donc à ce moment-là, j'aurai pas du tout le temps de vous tourner une vidéo. En Irlande, j'aurai même pas le temps, je pense, de lire et encore moins de me connecter à internet pour bloguer ou pour vous envoyer des petits messages. Donc profitez de cette longue vidéo puisque a priori vous n'en aurez pas d'autres avant la fin du mois d'août au mieux. Si ça se trouve, ça devra attendre début septembre si je reviens un jour en France, puisque j'ai déjà prévenu tout le monde que si en Irlande je trouvais un coin super sympa et un bel Irlandais, je suis pas sûre de prendre l'avion de retour. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end, de très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt sur le blog et rendez-vous à la fin du mois d'août pour une nouvelle vidéo.